Mesdames, Messieurs, chers amis, il est difficile d'être expert. Il faut une solide expérience professionnelle, une honnêteté sans faille, de bonnes références scientifiques, un détachement certain de la personne et de la situation à expertiser. Il faut être prêt à répondre devant la cour si le juge le demande. L'expert ne doit pas connaître le cas qu'on lui soumet. Dans le secteur médical, il ne doit pas l'avoir traité. Et les relations familiales, professionnelles ou amicales sont rédhibitoires. Mais la même chose est vraie pour l'expertise en bâtiment, l'expertise des accidents ou celle des banques. Il est donc difficile et exigeant d'être expert, raison peut-être de leur substantielle rémunération. Dans l'affaire Bénédicte, Geneviève et sa sœur consultent le 6 septembre 2023 un spécialiste de la petite enfance afin qu'il les accompagne et les soutienne dans leur démarche pour obtenir le retour à domicile de la fillette. Après avoir entendu le récit rocambolesque des tribulations de Bénédicte et de sa maman, le praticien, comme tous ses confrères d'ailleurs avant et après lui, manifeste incompréhension et voire colère à l'encontre des services et des juridictions qui ont séparé si brutalement Geneviève de sa fille. Ses propos sont suffisamment clairs pour que la maman et sa sœur se sentent en confiance et proposent ce praticien à la justice de paix. Premier étonnement, pas de note d'honoraires pour la consultation et l'assureur ne trouve rien dans ses décomptes. Quelques mois plus tard, Geneviève reçoit un avis écrit de la justice de paix qui désigne le praticien recommandé pour effectuer l'expertise de Bénédicte. Nouvel étonnement, le second, les honoraires demandés pour ce travail entre 9 000 et 11 000 francs. À ce tarif, il vaut la peine d'être expert, même si on connaît déjà le cas et même si son opinion est déjà faite. Étonnement encore le troisième. Il connaît déjà le cas, mais il certifie dans sa réponse à la justice de paix, celle où il accepte le mandat d'expertise, je cite, « Bien que la question ne me soit pas posée, je précise n'avoir aucun lien ni de nature privée ni de nature professionnelle avec l'une ou l'autre des parties citées. » Fin de citation. C'est manifestement faux, même si l'expert tente d'expliquer plus tard dans son rapport que ce n'est pas si grave. Non, c'est faux et c'est grave. 8 janvier, première rencontre officielle entre Geneviève, sa sœur, et celui qui n'est plus leur médecin consulté, mais l'expert désigné. En fin d'entretien, le praticien demande qu'on lui paye la consultation qui n'a pas été facturée le 6 septembre. La sœur de Geneviève lui demande un bulletin de versement, mais, quatrième étonnement, le médecin demande à être payé de main à main. Elle ira donc chercher l'argent au bancomat pour le lui remettre, et le praticien signe un reçu qui, contrairement à une note d'honoraire, ne peut être remboursé par l'assurance maladie. Ce reçu est heureusement de bonne main. Franchement, en Suisse, dans le canton de Vaud, de tels agissements sont-ils monnaie courante ? L'absence de facturation n'est la règle ni chez les médecins ni chez les psychiatres. La demande de versement de main à main est une pratique douteuse et j'ose même dire que les 245 francs remis sont mesquins face aux 10 000 et plus qu'ils vont permettre de toucher. Tout se passe, en effet, comme s'il fallait ne laisser aucune trace écrite du premier entretien pour garantir toutes ses chances de se faire attribuer l'expertise. Il le dit lui-même, il n'y est même pas obligé. Mais son souci est si pressant qu'il se doit de mentir à la justice de paix de Lausanne en niant tout contact antérieur avec les parties. Ce n'est malheureusement pas tout. Le rapport de l'expert est communiqué à Geneviève fin mars. Il est plus précisément daté du 19 mars 2024. À l'opposé de ses déclarations lors du premier entretien de septembre, l'expert s'aligne rigoureusement sur les considérations et les décisions de la DGEJ. Il écarte l'avis unanime de ses confrères, il écarte même le sien propre, celui qu'il a émis le 6 septembre. Résultat, un magnifique et copieux texte de soutien à la justice de paix et à la DGEJ. Loin de moi l'idée qu'il n'ait pas pu découvrir quelques éléments qui nuancent ses premiers propos, c'est le rôle d'une expertise. Mais son revirement est si flagrant
que le rapport en perd toute crédibilité. Cinquième étonnement donc. Ce revirement à 180 degrés m'étonne d'autant que les conclusions du rapport sont dans l'air le 29 février, 3 semaines avant la parution du 19 mars, quand je rencontre un Conseil d'État qui semble en avoir été informé. Ce revirement m'étonne d'autant que des bruits de couloir d'un service ont déjà eu le temps le 29 février de se répandre et d'être clairement perceptibles à la tête de l'État. 29 février, 3 semaines avant la parution du 19 mars. De là, à en déduire des contacts, une collaboration, des compromis, voire des concessions entre experts et DGEJ, il n'y a qu'un pas, que je franchis sans hésitation devant un texte de totale allégeance à ce service. Oui, j'ai lu attentivement les 57 pages de ce rapport. Ces nombreuses redites sont fastidieuses, mais pas sans intérêt, car elles confirment 1. Le signalement fait à la justice de paix d'une femme qui présente une hypertension intracrânienne avec trouble de la vision suite à une césarienne pour prééclampsie ne justifie nullement des mesures superprovisionnelles, encore moins leur maintien au fil de 10 mois. Si tel est le cas, mesdames, un conseil, faites vraiment très attention si vous devez accoucher en urgence au CHUV ou contacter prioritairement un avocat. 2. La pouponnière et l'abri ne sont ni équipés, ni dotés en personnel pour prendre en charge des nouveau-nés, surtout pour une longue durée. L'établissement a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs enquêtes, et certains s'étonnent même qu'il soit encore ouvert. Le récit de l'expert démontre l'insuffisance, l'incompétence et la dangerosité de la pouponnière et de l'abri. 3. La réduction des temps de visite est inacceptable. Sans études mathématiques poussées, chacun sait qu'il y a 168 heures dans une semaine. Or, l'assistante sociale limite le temps de visite à 2 fois 30 minutes par semaine. 1 heure sur 168. Et il y aura même un mois entier sans visite entre novembre et décembre. Il ne s'agit pas d'une décision de justice, il s'agit d'une pure fantaisie de l'assistante sociale. Et puis rien le jour de Noël, par manque de personnel. Ce comportement est irresponsable, il frise le sadisme. Comment croit-on qu'une relation mère-enfant puisse se développer dans de telles conditions d'isolement réciproque? 4. Geneviève est en observation permanente quand elle rencontre sa fille. Elle n'est qu'une souris de laboratoire. Elle la rencontre dans un bocal. Chaque mot, chaque geste, chaque jouet est observé, noté, comparé aux règles de la bonne maman. Les règles qui sont dans les bons livres. Imaginez-vous, mesdames, dans une telle situation? C'est aussi celle des condamnés qu'on expertise pour leur accorder ou non une libération anticipée. 5. L'expert ne peut avoir observé chez Bénédicte que les déficits et les séquelles d'une séparation de 9 mois d'avec sa maman et d'un grave épisode de négligence à 3 semaines de vie. Il ne sait de ses premiers jours et de ses premiers mois que ce qu'en disent les rapports de ses confrères, mais il les conteste sans état d'âme. Il se félicite que Bénédicte lui sourit à lui, plus qu'à sa maman. Mais dans un univers aussi monotone que le sien, tout enfant est curieux de n'importe quel élément nouveau. J'ai tenté d'atteindre l'expert par téléphone pour discuter entre confrères. Dans le combiné, j'ai entendu au loin son refus, doublé quelques secondes plus tard des excuses gênées de mon interlocutrice. Il ne m'a pas recontacté. Je ne connais pas ses compétences réelles, mais je n'ose pas imaginer que ces contorsions professionnelles n'aient pour seul but que de lui assurer l'octroi régulier d'expertise par un service qui apprécie son fidèle soutien. En conclusion, l'expert de Geneviève et Bénédicte ment, se fait payer de main à main, retourne totalement son appréciation première, ébruite ses conclusions dans les services de l'État avant publication de son rapport et nous fournit une observation laboratoire et sans valeur probante du couple mère-enfant. Entaché d'autant d'irrégularités, cette expertise et son auteur sont irrecevables. Dommage que la justice de paix en ait déjà payé les frais. On aurait pu les prendre sur les 80 millions accordés il y a quelques jours à la DGEJ par un grand conseil compréhensif, mais trop mal informé.
alors que d'autres, quant au roman, révèlent les mêmes dérives dans les mêmes services. Il est capital d'associer l'octroi d'un crédit aussi élevé à la création impérative d'une commission indépendante d'analyse et de surveillance du DGEJ. L'arbitraire dont est victime Bénédicte depuis 10 mois n'est pas une manœuvre isolée. Après au moins 40 ans de dérive autocratique, une reprise en main énergique de ce service est plus que nécessaire. Merci de votre attention.